bienvenue au Square Game. Aujourd'hui, nous allons tous réunis parce que nous voulons jouer avec vous. Vous êtes prêts? Oui. Je suis maître Marielle. Je suis maître Noé. Et moi, maître Frédéric. Donc nous sommes les maîtres du jeu et nous allons vous accompagner aujourd'hui quand on va jouer avec vous. Donc à savoir, qui dit jeu, dit consigne, d'accord? Donc je vous prie de bien écouter. J'ai un accent suisse, mais il n'y a pas d'excuse, s'il vous plaît. Donc vous êtes séparés en 5 groupes, d'accord? Vous avez chacun un logo, vous l'avez bien reçu au préalable. Et chacun va réaliser une activité. À chaque activité, 2 participants joueront au même temps. D'accord? C'est clair jusqu'ici? Votre ordre de passage est déterminé par un numéro. Vous le verrez, ce sera affiché, ce sera assez intuitif, on a fait en sorte que ça le soit. À partir, donc, écoutez bien, à partir de ce coup de sifflet là, voilà, ça veut dire que le jeu va commencer et que vous avez 20 secondes pour réaliser l'activité. Ensuite, vous entendrez ce bruit-là, et ça veut dire que là, l'activité sera terminée pour vous et que ce sera au prochain participant à se préparer et il aura 5 secondes pour le faire. Ok? Est-ce que ça vous va? Oui. Est-ce que vous êtes ready? Oui. Tu peux redire une dernière fois le bip pour être sûr que tout le monde a compris le... Alors on refait le bip. Ouais. Le premier bip. Ok, là ça commence. Vous avez 20 secondes pour faire l'activité. Ok? Deuxième bip. Terminé. Le prochain se prépare à 5 secondes. 5 secondes pour commencer l'activité. Vous restez toujours sur le même endroit. Vous ne changez pas d'activité. Combien de fois on joue? 2 fois. On a calculé entre 2 et 3, ça va dépendre si vous êtes rapide ou pas. Et les heures de passage sont affichées donc le lieu de l'activité. Ça marche? Oui. Parfait. Très bien. Alors, début de l'épreuve dans 1 minute, en 56 secondes. C'est parti.
en fait, je vous demandais de répondre uniquement de manière individuelle aux 2 premières colonnes. À savoir, au tout début, quand vous êtes arrivé sur votre épreuve, quel était votre objectif? Quelle était votre intention quand vous avez voulu commencer? Et dans la 2e colonne, écrire comment en fait vous avez fait pour arriver à votre objectif. À savoir que vous avez 2 minutes pour le faire. Quelle stratégie vous avez fait pour arriver à valider votre objectif? Et là, vous allez pouvoir passer par équipe, au sein de votre équipe, à réfléchir sur plein de colonnes. Et si vous avez de nouveau une activité comme ça à réaliser, quelle stratégie vous metteriez en place maintenant? Alors, quel groupe a envie de parler en premier sur les stratégies qu'ils adopteraient si ils devaient... Équipe triangle, on t'écoute. Alors, l'équipe triangle, c'est que la prochaine fois, si on devait rejouer, on expliciterait ce qui marche et ce qui ne marche pas, histoire de pouvoir avoir une analyse expérientielle de groupe. Et donc, on pense qu'à la fois, la personne qui est en train de faire peut expliciter en live comment est-ce qu'elle sent, qui se passe, comment ça se passe, mais qu'on peut aussi désigner un commentateur qui commente les stratégies au fur et à mesure. Et qui après prendra la place et va pouvoir tester les stratégies qu'il ou elle a commentées. Donc, tu veux dire expliquer à chaque fois à la personne ce qu'elle pense qui marche et ce qui ne fonctionne pas, et en plus un observateur indirect en fait qui puisse aussi voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas de son point de vue. Qui pourrait, oui, être Ok, donc il y a 2 idées. On s'appuie sur les stratégies sur le scientifique, ouais. Sur ce qu'on a en nous, c'est l'esprit d'équipe, l'idée de la persévérance, tout ça, ça fait un peu notion aux motivations intrinsèques et stratégiques qu'on peut avoir dans l'activité. L'autodétermination aussi, ça prend pour ça. On peut aussi s'appuyer aussi sur on s'appuie sur une dynamique d'équipe aussi. Qu'est-ce qu'elle amènerait cette dynamique d'équipe dans un autre jeu, dans un autre contexte? Elle est porteuse parce que en fait on lâche pas ses coéquipiers. Et comme on lâche pas ses coéquipiers, on le fait quand même. On est plusieurs à détester ce genre d'activité et on l'a fait parce qu'on lâche pas ses copains. Donc voilà. Mais après on n'avait pas l'esprit de. Enfin il n'y avait pas la compétition parce que les plans c'était juste pour comme ça. Alors du coup on avait marqué, on l'a tous fait stratégiquement s'il fallait marquer vraiment beaucoup de points, on aurait juste utilisé le meilleur du groupe et puis on aurait eu plein de points. Voilà. Ok, et si vous aviez utilisé les meilleurs du groupe, si tout le monde est obligé de jouer, donc vous ne sentez pas le meilleur, mais vous voulez essayer de performer, qu'est-ce que vous faites avec les meilleurs du groupe? On les encourage fortement. En fait, le mentor, le plus fort aurait pu être mentor et conseiller le plus faible dans un autre espace-temps. Peut-être que les autres peuvent s'appliquer au groupe, mais pas sur le jeu lui-même. Parce que finalement, pour la dynamique de groupe, dans le jeu lui-même, il y a plusieurs temps différents. Et que jouer, c'est pas forcément l'instant même de l'action. Mais il y a aussi tout ce qui se passe autour. Et que finalement, peut-être que mes compétences étaient meilleures sur le côté secrétariat, l'autre qui va être sur le côté organisation. Non, mais en vrai, et que finalement, jouer, ça ne veut pas dire être tout le temps dans l'action pure du jeu.
Encourager les autres, tu veux dire. Ouais, ça. Oui, il y a des sensations. Percevoir les compétences de chacun à différents endroits. Ouais, on a quelque chose à voir avec l'attribution des rôles de chacun. Non, mais ça, c'est le plan B, quoi. Oui, non, mais parce qu'on sait tous en quelque chose. Moi, je m'en ai Les autres groupes, les autres rapporteurs qui est Hugo. Alors du coup, nous, on a commencé par dire qu'il fallait lire les consignes qui étaient affichées là-bas, parce qu'on les avait. Bien se préparer, c'est ça? C'est ça. Ensuite, nous, on a parlé du fait que finalement, dans un groupe, il y avait des gens qui parfois étaient un peu plus experts que d'autres, et donc on a parlé du fait d'observer ceux qui maîtrisent la chose. S'inspirer des autres, et ensuite, vu qu'ils nous expliquent comment ils font, bah, on expérimente et on essaie de l'arriver. Et qu'est-ce que vous observez? La technique. Enfin là, en tout cas, nous sur notre stand, c'était une sorte de technique et c'est de ça qu'on a parlé. Tu observes et après tu répètes ce que tu as observé. Ouais. Enfin, on essaye. Oui, t'essayes. Ouais, l'explication aussi. Tu observes, On observe, on discute, tu discutes et après on essaye. et tu réessayes comme en te réimaginant comme elle a fait. Ouais. Comme la musique, elle appelle. Groupe étoile, vous voulez rajouter lève-toi, oui, en plus c'est beau, on voit. Oui, sur la table. Alors, nous, on a monté une stratégie d'équipe parce qu'en fait, on s'est rendu compte que dans le jeu, on a plutôt travaillé en équipe que de jouer sur la compète. Stratégie simple de nommer un arbitre parce qu'on avait une personne qui avait une affinité pour faire de l'arbitrage. On a également nommé un maître du temps parce qu'il y a des personnes qui étaient très intéressées pour jouer le timing sur le temps de l'exercice. On a également désigné un ou des facilitateurs parce qu'il y avait des gens qui ont une affinité pour faciliter et fluidifier l'exercice, le jeu en l'occurrence. Et on a également choisi de mettre en place des stratégies pour gagner en équipe. Une stratégie qui peut être soit, alors il y a des exemples, genre on se met à tester sur une manche la portance de la balle qui va aller jusqu'au dans le gobelet avec ou sans zoo. Et puis des stratégies de triche pour certains, hein, si on peut tricher pour gagner. Ça, c'était le plaisir. Donc du coup, en fait, c'est plutôt une stratégie d'équipe pour réussir ensemble en fait à acquérir satisfaction de l'exercice, mais en prenant en compte les individus de chacun préfère avoir un rôle dans le jeu. Voilà, c'est bien de s'en sortir. Et du coup, vous avez expérimenté différentes techniques que vous avez mises en commun. Voilà, donc elles ont été expérimentées de façon individuelle parce qu'on n'en a pas parlé au préalable, on a des exemples communs sur l'exercice de restitution. Vous êtes aussi organisé pour être le plus efficient, c'est-à-dire que chacun en plus un rôle. Alors là, ça s'est fait naturellement, spontanément, et c'est la stratégie pour dire si on avait à faire un autre jeu, on choisirait cette stratégie pour. Au tout début, d'avoir des rôles chacun. D'emblée, on distribuerait les rôles. Très bien. Merci beaucoup. Ouais, je suis tout à ça. Tu connaissais le groupe comme tu veux. Oui. On t'écoute. Du coup, nous, notre objectif c'était s'amuser. Donc on était beaucoup sur ne pas se focaliser sur le résultat, rester léger, quand même travailler en équipe parce qu'on a gagné le mois, donc pour améliorer les résultats et surprendre le jeu, tout simplement. C'était notre stratégie principale en lien avec notre objectif. Quand tu dis se prendre dans le jeu, Ça revenait à être léger, rentrer dans le jeu, mais pas se mettre. Mais vivre le jeu après en tout temps. S'encourager. s'encourager les uns travailler en équipe et s'encourager. de s'encourager. Gagner plus de points. Essayer de se conseiller les uns les autres. Donc, vous avez les entrailles, c'est ça? Oui, la vie d'équipe, en fait, c'est pas. L'intention, c'était pas qu'il y en ait un qui gagne, mais que finalement tout le monde arrive à s'amuser, à atteindre son marqué, avec tout le monde. Et voilà, c'était plutôt dans cet objectif-là d'encourager les autres pour qu'ils y arrivent. Parce que même s'il y avait un gagnant, c'est qu'on a tous essayé de s'encourager mutuellement pour avoir des points. Très bien. C'est vrai que vous voulez
rajouter d'autres choses? Et ben on va continuer alors. Alors, continuons. Bien évidemment, c'était pas anodin ce qu'on a fait, d'accord? Vous l'avez bien compris. On va parler aujourd'hui du Teaching Square. Donc, qu'est-ce que le Teaching Square? Si on définit en français, donc c'est le carré pédagogique ou le carré d'enseignement. Soit qu'on vous a mis un petit peu en carré avec puisqu'on était 5, il y en a un au milieu. Et c'était tout un peu en forme de carré, et le retour aussi. Parce que, en gros, c'est une méthode d'observation qui est interprofessionnelle, qui est surtout utilisée dans l'enseignement supérieur. Et je vais vous laisser avec Maître Mach qui va vous expliquer davantage ce concept-là. Alors, l'idée du Teaching Square, c'est de sélectionner 4 professionnels qui vont rentrer dans l'enseignement, qui sont déjà dans l'enseignement, de champs disciplinaires différents. Ces 4 enseignants vont dispenser des séquences pédagogiques, recommandées d'environ 2 heures, pendant lesquelles les 3 autres personnes vont les observer. À l'issue de l'observation, les 3 observateurs vont avoir un temps réflexif pour se poser sur ce que vous avez fait là, avec votre tableau des 3 entrées. Essayer de se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je peux moi améliorer, qu'est-ce que je pourrais garder pour développer mes stratégies pédagogiques. Donc chacun passe, donc en tout il y a 4 séquences pédagogiques, 4 observations. Et une fois que les 4 tours sont passés, il y a une mise en commun, il y a un débriefing entre les 4 enseignants. Pour essayer de mettre en avant quelles sont les stratégies d'apprentissage, les méthodes pédagogiques qui ont été développées. À savoir que ce n'est pas une évaluation, comme moi je l'ai dit, c'est plutôt une auto-réflexion sur notre enseignement. Donc c'est des choses qui sont sorties aussi, donc on va en parler plus tard. Et qu'avant tout, la première étape aussi, ça va être en fait de soi-même, avant qu'on rentre dans le Teaching Square, de se poser les questions de quelles sont mes limites dans l'apprentissage, qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer moi, ou je me sens en fait mal à l'aise. Voilà. J'ai une question? Oui, il y a un rang de patrimoine de chacun, c'est le même, mais C'est ce que demande à ChatGPT. C'est 3 personnes, 3 observateurs. Donc l'étude l'article qu'on a lu, c'était en fait une revue de la littérature sur justement l'ensemble de 13 études qui exploraient le Teaching Square de manière interdisciplinaire. Dans ces études-là, il y avait des études qui étaient qualitatives, quantitatives, et au final, les résultats montrent de manière générale, commune, que Alors, du coup, ce qui a été montré dans les différentes études, c'est que ça a augmenté le niveau de confiance en soi des enseignants. Le fait que ce soit un travail interdisciplinaire, ça permettait de multiplier les potentialités au niveau de la culture de l'enseignement. Ça a permis de développer, d'améliorer le potentiel de réflexivité chez les enseignants, de leur façon de préparer aussi un cours. Ça permet aussi de découvrir des nouvelles méthodes, d'innover aussi dans nos pratiques pédagogiques et aussi de pouvoir augmenter leur capital social, donc d'avoir un réseau professionnel de connaissances et de pouvoir s'intégrer plus facilement dans des parcours. Donc ça a été fait dans tout le monde et dans des cursus universitaires. Et puis c'est vrai que pour revenir là-dessus, on peut voir avec le portfolio, on s'inspire beaucoup de ce qu'on observe ici au master, avec les différents intervenants, donc c'est vraiment des spécialistes dans leur domaine. C'est vrai qu'on s'imprègne et puis on l'utilise. Sauf qu'il n'y a pas peut-être cette réunion à la fin où on discute sur notre réflexion. Donc quelque chose que Mme Segré nous amène à faire régulièrement. Donc si on devait résumer donc les mots de Maître Mach et de Maître Fred, donc on identifie un besoin, que ce soit la personne en elle-même, que ce soit l'institution, que ce soit dans les étudiants, il ne faut pas, c'est une catastrophe, il faut que j'innove. Ensuite, on va aller observer. On va aller observer quelqu'un d'un autre champ disciplinaire. Ensuite, on va réfléchir, parce qu'il faut quand même réfléchir, c'est important. Et finalement, on aura un partage expérientiel pour avoir ce transfert des apprentissages. C'est ce qu'on a pu faire un petit peu avec l'exercice des 3 colonnes. Et quand on a recueilli avec les rapporteurs différents éléments, j'ai pu mettre et catégoriser en forme de carré. Le premier qui serait justement en lien, premier bord avec l'observation. La deuxième plutôt en lien avec la réflexivité.
le troisième en lien avec le partage expérientiel, et finalement le transfert des apprentissages. Et ça, c'est un peu les 4 grands piliers du Square, Teaching Square. Une question. Ah, excusez-moi. identifié le besoin en disant à un moment que j'arrive pas à faire ça, etc. Je pense qu'on pourrait aussi l'imaginer sur une forme de. Dans ce qu'on met ses yeux en disant bah, tiens, les formateurs ne reconnaissent pas forcément leurs besoins, etc. Mais ça pourrait être de dire on organise ça de manière automatique ou institutionnalisée. La question que je me pose, je ne sais pas si vous en parlez après, c'est que donc là il peut y avoir un levier motivationnel qui ressent un manque, un besoin, mais ça peut être aussi, la question c'est pas mal de freins à le faire dans l'idée de dire c'est-à-dire que ça prend 4 formateurs à l'instant T qui restent tout le temps, enfin c'est plutôt les freins à faire. Est-ce que vous allez explorer aussi le côté de tous les leviers motivationnels et les leviers à faire Alors justement, si on reprend un petit peu pour répondre à la question, on va en parler un peu sur le take home, mais la littérature elle n'est pas encore allée aussi loin pour répondre à ta question, mais c'est clair qu'il y a pas mal de freins, que ce soit institutionnels et des fois c'est aussi biologique. Il y a pas mal de freins aussi des gens qui ne veulent pas changer, pour eux c'est très bien dans leur milieu, et c'est vrai que c'est compliqué. C'est pour ça que des fois ce besoin d'être identifié en externe ou alors en interne. Mais c'est vrai que la littérature pour l'instant elle a très discuté sur eux. Et du coup, je rebondis sur l'aspect pédagogique. Du coup, il y a des personnes qui étaient interrogées pour participer au Teaching Square. C'était peut-être plus facile pour débuter, de pouvoir que ce soit imposé par l'institution, avec un père, un mentor qui est identifié, qui permet de développer des compétences et de faciliter justement la dynamique motivationnelle sur les besoins initiaux de formation. Et ça, c'était soulevé aussi beaucoup sur le fait que c'est des professionnels de santé qui sont du coup dans la clinique et qu'on projette aussi du coup en université, mais qui n'ont pas le bagage d'enseignement, et donc ça a remonté le fait qu'ils se sont imposés par l'institution de l'université. Et puis une autre question, si j'ai bien compris, en fait, ça n'avait pas de. C'est quelque chose qui se fait de manière très égalitaire, comme 4 personnes sur tout le même plan, il n'y en a pas un qui est le mentor ou qui est le il n'y a pas d'évaluateur externe. Je vais plutôt recommander qu'il y ait toujours une personne plus expérimentée. Dans les 4. Dans les 4. Mais on peut envisager avec 4 niveaux différents. Après, il n'y a pas de lien de hiérarchie. C'est ça. Dans ce côté-là, il est toujours en plus dans cette chose qui est importante du joueur, c'est que tu observes les autres pour t'améliorer toi, et pas pour en fait aller dire ah lui ce qu'il fait c'est malin, non c'est plus ça. C'est pas une évaluation. Et dans les deux choses en fait qui sont ressorties justement du traitement de revue, c'est que ça aussi ça te réconforté dans ta façon d'enseigner. Et c'est toujours en fait une confiance aussi des fois je te rends compte que là t'es pas tout seul à poser des questions, t'es pas tout seul à voir ces problématiques. Et aussi ça a augmenté ton réseau social. Le fait que tu allais parler avec des gens comme tu dis, tu as peut-être justement des gens qui ont tout ça, vont se rendre compte et vont dire ah mais là ce que tu mets en place là, on n'y avait jamais pensé. Et inversement, parce que tu as des limites, toi tu as un peu de transfert et tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quels sont vos commentaires? Un petit dernier jeu. On va vous poser 3 questions. Juste pour savoir un peu, là c'est un peu l'évaluation, pour savoir ce que vous pensez en fait du Teaching Square. Si vous êtes d'accord, vous répondez ou vous vous levez pour dire oui. Si vous n'êtes pas d'accord, vous restez assis. Si vous ne savez pas trop, si pour vous c'est peut-être, je ne sais pas, c'est le squat. À moitié. Alors, par première question, auriez-vous intérêt à participer à un Teaching Square en tant que oui, non, ou je ne sais pas. Il y a personne qui veut squatter. C'est Suisse, il présente, on ne peut pas squatter. Ok, très bien. Question suivante, selon vous, est-ce que c'est réalisable à ce jour dans votre pratique? On laisse 5 minutes pour le squat. Ok, dernière question. Mais beaucoup de. C'est fini déjà? Ah, peut-être. Dernière question. Et si maintenant vous rencontrez des difficultés dans votre enseignement, serez-vous motivé à participer à un Teaching Square?
Non, là, je suis en sport, pas du tout. Vous pouvez vous asseoir. Alors, on va vous demander à réfléchir avec nous à ces 3 questions. Alors, du coup, il y a des personnes qui ont mis un doute sur le fait que ce soit réalisable aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous fait douter sur les possibilités de réalisation? L'engagement des formateurs, la motivation à s'engager là-dedans pour bien leur monter leur disponibilité. Le note aussi. Collègues qui vont être frappés aussi. Sur l'engagement institutionnel, sur le fait que faut quand même payer trois enseignants qui ne vont pas participer au cours, qui ne vont théoriquement pas apporter de choses. Donc ça fait quelque chose de justifié dans une université qui est de plus en plus exempte d'argent. Tu vois plutôt le côté coût versus investissement. De toute façon, c'est ce qu'on va nous poser. Ouais, bien sûr. Il faut tous former. Il faut être formé. L'invité du père et qui dit bien découvrir, bien découvrir, mais on n'a pas une difficulté comme ça. On a une difficulté pour aller au démarche. C'est d'avoir un temps de formation, Ouais, un pardon, briefing, du coup, avant de proposer découvrir les pour moi. Oui, c'est bien. Donc ça, c'est le côté logistique. Parce que ça veut dire, en fait, les observer, il faut les préparer, donc il faut les voir en amont. Et puis, en fait, il faut aussi prendre en compte des profils à chaud et à froid. Donc ça conditionne quand même 3 temps supplémentaires d'enseignement. Après, il faut voir effectivement la ressource humaine qui va avec. Même s'il faudra plaisir, elle a peut-être pas besoin de respecter le nombre exact et faire ça sur toute l'activité. On va peut-être aussi dire, on peut ça déjà commencer d'une autre manière pour introduire la notion. Mais c'est compliqué notamment quand on travaille avec des formations qui sont très normées, comme dans les CISU, c'est des journées de formation complètes. Là, c'est pas pour une petite heure, en fait, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Non, par contre, il n'y a pas de briefing à chaud. Il n'y a qu'un seul briefing à froid. En fait, l'idée, c'est avant d'observer, donc identifier des besoins. Pourquoi est-ce que moi j'ai besoin de participer à cette teaching square? Qu'est-ce que j'attends de ça? Participer à 2 heures d'observation d'un cours, donc qui peut être effectivement en présentiel, mais aussi en distanciel. Ensuite, il destine du coup à 20 minutes le temps réflexif individuel à chaud, du coup après l'observation, et à 1 heure le temps de débriefing du coup à l'issue de cette observation. Donc oui, c'est sûr que ça nécessite des temps et une logistique. Et du coup, ces études ont émergé pendant le Covid et les études ont été faites du coup en visioconférence, ce qui permettait de faciliter aussi la logistique. Et aussi le fait que ce soit des champs disciplinaires qui doivent être différents. Donc après, il y a des instituts où il y a peut-être 1, 2, 3 champs disciplinaires, donc pas forcément 4. Donc ça permet de varier et d'aller un petit peu partout en France. Oui, en fait, ce matin on discutait de feedback parce que c'est le sujet de mon mémoire par rapport au nouveau formateur qui intègre un lycée. Et en fait, Georges va faire un cours et juste aussi que ça pourrait peut-être avoir un intérêt en étant utilisé pour pouvoir faire du feedback aux formateurs qui commencent par rapport à leur façon justement d'animer ou ça pourrait peut-être être intéressant, d'autant plus que nous, on a plusieurs champs disciplinaires, donc avec les autres spécialités. Donc là, pourquoi pas, je trouve ça plutôt intéressant en fait, un outil d'un feedback peut-être. Est-ce que d'autres aimeraient parler sur le fait de la limitation en fait, pour lesquels ils sont limités pour le faire? Et est-ce que d'autres aimeraient parler sur le fait en quoi ils trouvent ça bien et pourquoi? C'est vrai que beaucoup vous êtes dit que vous auriez un intérêt dans votre spécialité propre, en quoi vous trouveriez un intérêt de faire des teaching square. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut compléter les propos de Marie? Ça permet toujours aussi d'avoir un regard critique et réfléchir sur sa pratique professionnelle et voir si ce qu'on fait est en accord aussi avec les apprentissages des étudiants et d'avoir l'avis des autres aussi surtout. De se dire en fait je ne suis pas tout seul dans ma classe à faire des cours tout seul,
Et au moins avoir un feedback comme ça différent, c'est intéressant. Et après, faut-il après que le formateur soit capable d'accepter entre guillemets la remarque et de se remettre en question sur sa pratique. Après, c'est pas c'est une critique sur lui-même. Il y a peut-être l'intérêt de cette interdisciplinarité qui permet de ne pas être avec des formateurs de sa propre spécialité, de son propre institut. Je pense que parfois c'est aussi compliqué au niveau des relations aussi. Après, c'est vrai qu'on peut se concentrer sur ce qui est déclaratif, les connaissances pures et dures, et puis on va rester là-dessus quand c'est un autre domaine, alors que si c'est un autre domaine qu'on ne connaît pas forcément, on va plutôt voir plus dans notre angle. La manière d'amener les choses, et puis la compréhension, etc. Mais est-ce que dans la formule de la littérature de votre article, il parlait de ce dispositif pour les évaluations? Moi, c'était vraiment proposer aux évaluations. L'idée du teaching class a été créée pour éviter justement cette phase d'évaluation qui permet de pouvoir observer des stratégies évaluatives dans d'autres professions. Comment vous faites l'évaluation de votre clinique, comment vous faites votre évaluation dans la simulation, comment vous faites votre évaluation de présentation orale d'un groupe, etc. C'est une très belle idée d'étude. Oui, je t'invite. Je trouve que c'est peut-être une idée intéressante de croiser ce dispositif avec d'autres établissements. Il va y avoir une culture d'établissement qui fait qu'on va avoir moins de variété. Et peut-être que ça va rendre plus facile aussi en termes logistiques d'avoir ces quatre formateurs si on fait quelque chose d'inter-établissement. Qu'est-ce qu'ils fournissent comme outil dans l'article? Parce que là, il y a le côté je suis observateur, mais on qu'on n'est pas évalué ni évaluateur, mais plutôt observé, observateur. Est-ce qu'ils ont été plans à côté qu'est-ce que dans la littérature ils donnent comme outil? Parce que finalement, il vient voir, mais on peut tous observer juste comme ça va être une grille. Finalement, est-ce que. La question, c'est plutôt quels outils ils ont identifiés pour que ça soit vraiment les matières, vraiment le but, chercher qui est d'être dans l'observation et pas dans l'évaluation, et qui est d'être dans finalement, je fais plutôt pour moi à travers les autres. De base, c'est justement pour hésiter en fait, c'est est-ce qu'on doit vous présenter la revue de la littérature ou plutôt en fait l'article qui montre les deux scolaires, mais je trouve ça intéressant quand même de montrer cette revue de la littérature où il y avait plusieurs points. Après, si tu veux vraiment l'article sur le teaching scolaire, il propose des méthodes. Et dans la revue de la littérature, par contre, ils insistent bien que pour que ça fonctionne bien, déjà il faut bien avoir le temps de réflexion avant, que les gens, sans forcément qu'ils adhèrent, mais qui comprennent bien en fait l'intérêt et les enjeux, de bien respecter ce cadre-là. Et après, oui, je crois que c'est pour le côté réflexif, après il y a quand même une grille que tu peux remplir un peu comme une croix. Pour une observation active, vraiment, sur un cycle que tu dis. Alors, est-ce que tout le monde le veut, mais il n'y a pas forcément utilisé tous les trucs pour vraiment faire des trucs. C'est pas encore pas d'outils dédiés. Des outils existants que tu peux utiliser pour. En disant, on pourrait rendre obligatoire, en tant que on pourrait dire aux formateurs quelque part, on t'impose que vraiment, je sais pas, sur une année, tu dois être capable de me retenir en disant je présente que j'ai choisi à tel moment, je vais aller voir telle séquence de tel formateur, voir ce qu'on fait, en disant plutôt on n'est pas obligé de l'organiser pour vous, mais par contre on vous laisse en autonomie de l'organiser sur un format, je vais voir un formateur que j'ai choisi parce que la thématique m'intéressait, mais je ne le connaissais pas, enfin tout ça, en disant mais finalement quand on fait une trace réflexive, n'importe quel formateur vraiment réfléchir. C'est intéressant dans le style d'approche programmatique du formateur, tu sais, tout au long de l'année, qui puisse justement apporter quelque chose de complété. Après, c'est comme vous venez de dire, je pense que c'est
très une culture institutionnelle. Il y en a qui le font avec toute la bonne du monde et ça se passe bien, et d'autres le voient comme une évaluation, ou je sais pas, je peux parler, je ne sais pas. Et c'est un peu perdu parfois. Si tu le mets en place en disant, en fait, je viens dans ta formation, mais pas pour voir toi, mais pour te voir toi, me faire réfléchir sur moi. Oui, bien sûr. Et ça peut être aussi bien de dire, il faut que vous soyez allé voir quelqu'un, comme il faut que quelqu'un soit venu entre guillemets un peu de pouvoir. C'est une pratique dans l'ensemble de formation. Après, je pense en fait c'est très bien de penser à la culture, etc. Et je fais ça dans une démarche un peu vertueuse, mais c'est intéressant aussi, ils ont fait de valoriser en termes de démarche de qualité. Donc ça, il faut quand même aussi penser à la traçabilité d'une manière ou d'une autre. Et de faire, les formateurs le font entre eux, c'est effectivement très très chouette comme idée, mais il faut quand même à un moment donné que l'institution ou le centre de formation puisse avoir une traçabilité de cette activité et en fait aussi trouver la plus-value pour valoriser la démarche qualité notamment. Donc en fait je pense que c'est pas quelque chose qu'il faudra lancer comme ça sans y réfléchir parce que c'est chouette comme idée, mais c'est bien je pense de prendre le temps de réfléchir à l'impact que ça peut potentiellement avoir et comment vous valoriser aussi l'action et justifier justement qu'il faut payer les formateurs une heure de plus parce que y a quand même un peu plus de temps à valoriser. La plus-value, en fait, tu l'as avec la revue de la littérature qui montre quand même les améliorations, des points positifs. Ouais. Et l'autre chose, c'est comment? Ça marche pas quand tu vas voir en fait un établissement pour payer plus d'heures pour la même activité sans qu'il y a plus de rentrée. Après, c'est un peu le cheval de bataille de toutes choses, tout outil que tu dois installer ou autre. Et après, par contre, les traces, justement, c'est pour ça qu'il y a des outils pour quand tu vas voir le cours, quand tu vas faire ta réflexion sur ce que tu as vu, et après le débriefing que vous faites ensemble, ça c'est des traces écrites que tu vas garder. Ce que je dis, il faut juste réfléchir comment tu le fais. Ah oui, mais c'est déjà. Est-ce que tu vas. Ça a déjà été réfléchi dans le guide. Il est déjà dans le guide. Oui, mais il faut le traduire à ton contexte professionnel à toi, tu vois. Enfin, je pense en fait d'appliquer juste les guides pour appliquer les guides, et ce sera dommage de ne pas les valoriser sur une démarche. On me demande pourquoi les guides, il y a des actions on va dire, bon, je vais remplacer votre référentiel pour l'audit, on va prendre un petit peu de l'autre. Alors après, comme on l'a vu, c'est que chaque beaucoup d'études ne font pas exactement la même chose. Justement, c'est quelque chose qui est plutôt ouvert, c'est pas fermé. On t'oblige à faire comme ça. On a juste la méthode et après, on propose plein d'outils différents, on propose plein de façons de faire. Après, c'est à toi de voir comment tu as envie de mettre ça en place. Ça, c'est qu'il y a un comité qui va réfléchir vraiment et puis les comités. Il faudra de toute façon le tester et puis voir ce que ça donne. Parfait, donc on arrive gentiment à la fin. On va continuer. Donc, sur une dernière diapositive qu'on voulait quand même vous parler en réfléchissant et en cherchant en fait aussi des articles sur pour la pause pédagogique, en fait, on s'est rendu compte que l'isolement social et le burn-out en fait est aussi un impact majeur pour les enseignants, pas forcément sur les jeunes enseignants, et qu'au final en fait, même si Teach with Care ne prouve pas ça, mais en faisant un lien avec aussi la motivation par les pairs, en fait, on peut se rendre compte que ça peut, en faisant du Teach with Care, ça peut éviter ce genre de choses. Georges cherchait justement par l'autodétermination sur la motivation initialement extrinsèque et devient intrinsèque quand on lui donne du sens. Clémentine, tu disais aussi que c'était pour rassurant pour des collègues, des compagnies. Parfait. Donc, pour gentiment conclure, on va reparler un petit peu des take-home-messages. Donc, on a bien échangé, on a des choses qui vont sortir. Donc, le Teaching Square, c'est bien, oui. Comme l'a dit Sylvia, il faut que ce soit réfléchi en amont, il faut qu'il y ait une traçabilité d'accord. Mais ça va permettre aussi de développer des compétences professionnelles. Aussi, parler en question d'auto-estime, de confiance en soi, qui ferait bien expliquer, qui peut être délétère pour la suite. Établir un certain réseau interdisciplinaire, une culture institutionnelle pour pérenniser un petit peu ce qu'on a appris et innover dans nos pratiques, qui est un petit peu notre dada. Et puis pourquoi on fait ce master, c'est pour pouvoir innover dans nos pratiques. On vous remercie pour votre attention. Si vous êtes intéressé à participer à un Teaching Square à partir de maintenant, je vous invite à scanner le QR code. En fait, comme cette dame nous a quand même plu et qu'on s'est dit que nous-mêmes on aimerait faire ça, on s'est dit, mais en fait, pourquoi pas organiser le Teaching Square au sein des étudiants qui ont fait le master ou autre.
Ça va aller vers un formulaire et puis vous pouvez laisser le Pas de contrat signé, militaire, vous inquiétez pas, mais c'est juste pour avoir vos coordonnées et qu'on puisse voir l'année prochaine pour organiser ça pour ceux qui sont intéressés et de voir en fait comment on peut l'organiser.